les évolutions de la vidéo demain, c'est surtout les éditeurs qui ont cette nécessité de pas s'adapter à la vidéo, mais de créer quelque chose à partir de la vidéo. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé, parce que la vidéo, c'est pas un média de performance, c'est un média de branding, de visibilité, et il y a tellement de choses engageantes qu'on peut faire. Il n'y a pas de secret, et ça c'est comme dans tout business model où quand c'est bien fait, quand c'est de qualité et quand on est transparent et on crée cette confiance entre le user et celui qui va produire, généralement ça marche. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bienvenue Bruno dans cet épisode. Enchanté, merci François. Et bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que je fais à l'inverse parce que j'appuie sur enregistrer avant et donc on démarre comme ça, ce qui non pas me perturbe mais plutôt rigolo. Donc je disais bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'accueille Bruno Latapie qui est DGA de Dailymotion Advertising. Alors Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es passé par 20 minutes Webedia, tu vas un peu nous raconter tout ça. On se connaît parce qu'on a travaillé un peu ensemble sur 20 minutes et il y a quelques mois de ça, j'ai vu passer sur LinkedIn, qui est le réseau social des professionnels, un mouvement comme quoi tu quittais 20 minutes et que tu arrivais chez Dailymotion. Et oui. Voilà, donc là, haussement de sourcils en disant Dailymotion existe encore. Donc là, forcément, t'es interloqué. Et puis, on se dit qu'on va prendre un café. On était venu au bureau, on a discuté un petit peu et me raconter un peu ce qui se passait sur Dailymotion. Et je me suis dit que ce serait bien de faire un épisode dessus pour Dailymotion, tout le monde connaît. Dailymotion Advertising, peut-être un petit peu moins. Voilà, tu es donc là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de tout ça, ce qui est devenu Dailymotion, ce que vous faites chez Dailymotion Advertising en particulier. Je dis il y a quelques mois, c'était en septembre 2022, c'est ça ? Exactement. Donc tu as passé déjà quelques mois, tu vas pouvoir un peu nous faire ce rapport d'étonnement, les fameux 100 jours, tu sais. Le fameux rapport d'étonnement. Ouais, exactement. Nous raconter tout ça et puis nous dire, pour ceux qui travaillent dans les médias, en quoi c'est intéressant d'écouter et de suivre un peu ce que fait Dailymotion. Est-ce que peut-être on commence toujours par la carte d'identité dans Mediarama, tu peux nous en dire un petit peu plus déjà comment tu définirais Dailymotion Advertising? Ok, écoute, merci déjà. Je t'en prie. Pour l'invitation, c'est chouette. Et c'est ma première en tout cas, donc super. Ton premier podcast. Super moment. Et j'écoute les tiens, donc bravo pour ce que tu fais. C'est cool. Écoute, Dailymotion, j'ai eu un peu la même réaction que toi. C'est arrivé, c'était une opportunité. Bishoy, donc le CRO aujourd'hui de Dailymotion, m'avait contacté l'été pour me proposer le challenge et c'est vrai que j'ai eu la même réaction que toi. Dailymotion, est-ce que j'étais pas allé depuis un petit bout de temps, donc j'ai mené mon enquête et en fait Dailymotion Advertising, c'est la régie de Dailymotion et le business est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on met à disposition le player auprès d'une multitude d'éditeurs. Donc on pense que finalement c'est uniquement Dailymotion.com qui existe évidemment toujours. Qui existe encore. On est quand même à quasiment plus de 20 millions de VU par mois, donc c'est quand même ça reste une grosse plateforme vidéo. Et le business model a beaucoup changé, en fait assez méconnu, même du B2B. Donc c'est ce qui m'a plu finalement dans le challenge et dans la proposition de valeur. Et après 5 ans chez 20 minutes, je me suis allez, go. Il y a un beau challenge à relever et après 4 mois justement, je suis plutôt très content parce que en effet il y a beaucoup de challenges à relever. Ça confirme un peu ce que tu pensais, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire chez Dailymotion et donc donc tu l'as dit, c'est une régie digitale. C'est quoi toi ton périmètre?
Alors aujourd'hui, je suis en charge de la monétisation sur la France, donc l'ensemble de la partie business pour Dailymotion. Et la particularité, c'est que j'ai aussi la responsabilité de Canal+, sur la partie digitale. Donc c'est un peu deux salles, deux ambiances. Mais évidemment, parce qu'effectivement, ça appartient à Vivendi. Vivendi a racheté Dailymotion en 2015. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est deux marques très complémentaires. On a l'écrin, on a la vitrine avec un canal. La créativité et on a la puissance, la plateforme vidéo pure player côté Dailymotion. Et en fait, ces deux marques qui s'imbriquent bien et qui fonctionnent bien ensemble. Et c'est un plaisir parce que finalement, aujourd'hui, on se positionne, on en parlera un peu véritablement comme une alternative à d'autres gros, sans les citer. Mais on a des arguments assez solides et c'est ça qui est plaisant. Donc, c'est deux univers assez différents, mais finalement qui sont très complémentaires parce que liés à la vidéo. Et ça, c'est en tout cas une belle promesse qu'on propose. C'est clair. Et combien pour avoir un peu la taille, combien d'annonceurs, de marques vous gérez ? On est à peu près, alors si on fait un focus sur Dailymotion, on a à peu près 1000 annonceurs actifs. Donc ça reste évidemment, on a un gros acteur sur le marché français. On est là aussi assez méconnu, mais on est la première plateforme vidéo française. On touche à peu près 49 millions de VU. Alors pour ceux, peut-être qu'il y a un chiffre qui est encore plus parlant, c'est que en fait on touche 9 Français sur 10. Et on consomme du Dailymotion sans le savoir. D'accord, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand toutes ces vidéos vues là, ces chiffres dont tu parles, ne sont pas consommées sur dailymotion.com. Hein. C'est vraiment l'ensemble des éditeurs, des médias, de créateurs de contenu qui utilisent votre lecteur pour diffuser leurs vidéos que vous monétisez. Carrément. En fait, il y a eu un switch il y a quelques années de la stratégie. Ça a été de dire, bon, on a un player de qualité, on va le mettre à disposition auprès des éditeurs. Le business model est très simple, c'est qu'on le met à disposition gratuitement pour l'ensemble des éditeurs français, mais pas que. Et il y a aussi un scope international. Et le fait d'avoir le player nous permet en plus d'être un partenaire de monétisation et de proposer un revenu complémentaire en plus de ce que va proposer finalement la régie de l'éditeur. Parfois, l'éditeur n'a pas de régie ou ne souhaite pas finalement commercialiser la vidéo. Et là, on va même gérer l'intégralité des inventaires. Et en proposant le player gratuitement, je ne sais pas si tu as en tête, mais ayant aussi une vie côté éditeur, le coût d'un player est assez élevé. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut les citer, mais moi, c'est des Américains. Je pense à Bright Cove notamment. Les deux, voilà, Bright Cove et JW sont les deux plus gros. Et qui coûtent plutôt une blinde. Qui fait en charge fixe qui est plutôt lourd, en tout cas sur la partie finance. Donc le business c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on a un player qui est d'une qualité quasi ISO par rapport à un JW, à un Brightcove, et donc gratuitement. Donc ça, c'est quand même un énorme plus pour l'éditeur. C'est absolument gratuit, quel que soit le... Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas une histoire de volume. Plus c'est utilisé, plus... Mais c'est obligatoire de prendre le player et la monétisation, ou je peux prendre absolument que le player? C'est un package. C'est un package puisque c'est le deal. L'idée, c'est que nous, derrière, on va prendre une partie ou l'intégralité des inventaires vidéo pour pouvoir les monétiser. Et doivent vous garantir un certain pourcentage minimum? Il y a un système de rev share qui est appliqué en fonction de chaque éditeur. Et en fait, le fonctionnement est très simple. Après, on peut, évidemment, il y a une nécessité d'aller chercher du volume, mais aussi par rapport à des univers et par rapport à des niches ou des secteurs. Donc, on a une équipe qui est en charge vraiment de la partie publisher, que ce soit en France ou aussi à l'étranger, et qui va, de manière quotidienne, aller identifier en tout cas des éditeurs qui pourraient être intéressants et qui pourraient en tout cas être intéressés surtout par notre offre. Et c'est une offre où c'est win-win parce que pour eux, c'est une économie en termes de charges assez conséquente. C'est un revenu complémentaire à ce qu'ils peuvent générer en termes de revenus vidéo. Et pour nous, ça nous permet de développer notre activité sur la partie vidéo uniquement in-stream. Ouais. Et donc, le modèle est plutôt vertueux. En tout cas, moi, depuis que je suis arrivé, ça fait maintenant 4 mois, je me rends compte que ça a permis justement d'embarquer quasiment tous les gros éditeurs français, gros ou petits, mais de manière assez tactique. Et tous les éditeurs français, ça nous permet aujourd'hui d'avoir ce fameux reach à 49 millions. Ouais. Et on ne le dit pas assez, et merci pour l'occasion, mais pour le coup, on est plus gros que YouTube en termes de reach. Alors, c'est deux univers différents, évidemment, mais le fait d'avoir 49 millions nous positionne comme la première plateforme vidéo.
Et ça, en fait, c'est assez méconnu je vais pas dire du grand public évidemment, mais surtout de la partie B2B. Ouais, c'est plus une stat qui intéresse les annonceurs, ça. Complètement. Annonceurs ou agences ou oui, agences médias, ou en tout cas évidemment la force d'un YouTube, pour pas les citer, c'est la force auprès du B2C. Nous, on a une approche qui est un peu différente, c'est vraiment sur cette partie B2B, où en tout cas, vis-à-vis des éditeurs, on apporte un service qui est non négligeable et surtout qui ne coûte pas et qui permet de faire, en tout cas, ramener du revenu. Et derrière, de proposer en tout cas une plateforme vidéo auprès de tous les annonceurs du marché. Et je reviens une seconde sur ce modèle. Donc, tu dis que c'est gratuit et c'est un modèle de rev share. C'est-à-dire que si l'éditeur, c'est peut-être des questions un peu naïves, mais si l'éditeur a sa régie et qui monétise 100% de son inventaire, vous prenez un rev share même sur le business qui est généré par sa régie. On prend uniquement ce qu'on monétise. Donc il doit vous garantir quand même un pourcentage minimum d'inventaire. Alors aujourd'hui, la réalité du marché, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur, ou très peu, qui arrive à monétiser 100% de son inventaire. Généralement, on peut commercialiser 80-85%, puisque on met de côté les erreurs techniques, etc. Et sur ces 80%, on va dire, d'inventaire qui sont monétisés, en moyenne, un éditeur, et pour l'avoir connu, va monétiser à peu près la moitié, pas plus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les annonceurs vont chercher, ou les acheteurs, donc les agences médias, vont rechercher plutôt du reach, je ne vais pas dire simplifier la vie, mais c'est avoir une approche plus macro. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les plateformes de réseaux sociaux, entre autres, sont très fortes parce qu'elles ont un reach monumental. Et donc pour un acheteur, c'est beaucoup plus simple d'aller cibler un réseau qui cible finalement, qui touche quasiment 3/4 de la population, versus un seul éditeur qui lui va couvrir juste un petit pourcentage de la population socio-démo. Mais en quoi ça répond là à la question du fait que l'éditeur n'arrive pas à monétiser 100% de son audience? Il peut aller voir virtuellement plus d'annonceurs, ou à votre avis avec plus d'agences médias, etc. Il peut, mais il y a un peu cette économie d'échelle où aujourd'hui et de temps, c'est que tout est, comme le programmatique prend de plus en plus de temps finalement, et le programmatique c'est assez chronophage dans la manière finalement de mettre en place des deals, de setuper, etc. La réalité, c'est que de plus en plus ces acheteurs vont sur des gros réseaux ou des grosses plateformes pour gagner du temps et gagner en efficacité et en productivité. Et en fait, ça on le retrouve, et moi je le voyais chez 20 minutes, c'est que c'est dur finalement d'embarquer un annonceur et donc son agence sur un seul univers. Il veut avoir finalement un reach le plus puissant possible. Ce qui fait que donc techniquement tous les éditeurs ont d'inventaire disponible, et c'est sur cet inventaire-là que vous allez vous vendre et prendre ce rev share. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas, on a un volume, on y a plusieurs milliards d'impressions par mois. Donc, les éditeurs, chaque éditeur en France ou même à l'étranger, n'ont pas cette capacité finalement de monétiser l'ensemble de leurs inventaires. C'est un peu différent versus le display, où le display, on nous a une approche un petit peu différente. Donc, c'est vraiment, on va dire, assez atypique sur la partie vidéo. Ouais. Et tu parlais donc d'annonceurs, de marques, des médias. Donc évidemment, j'imagine que vous avez tous les médias du groupe Vivendi. Ça de base. C'est une espèce de, j'imagine, pas obligatoire, mais en tout cas de logique groupe. Quels autres annonceurs? Parce que tu parles de la première plateforme vidéo, etc. Vous avez des gros, tu peux citer les gros sûr. Clients. On travaille depuis pas mal d'années avec Le Monde, avec Webedia, avec Combini, avec l'équipe. Donc on a réussi sur ces dernières années à avoir vraiment différents horizons, différentes verticales. Et ça aussi, c'est une toi, richesse. je dis toi, mais plus vous avez de verticales et d'audiences différentes, et mieux c'est quelque part. Il faut être le plus large possible. Bien sûr, pour nous, c'est un terrain de jeu qui est génial parce qu'on peut adresser à peu près tout type de cibles publicitaires parce qu'aujourd'hui, on a embarqué les principaux, les plus gros éditeurs du marché français. On a aussi quelque chose de vraiment important dans la démarche qui a été faite sur ces dernières années, ça a été de dire, côté Dailymotion.com, qui évidemment reste en tout cas une grosse partie aussi de nos inventaires, on a arrêté de publier l'UGC.
Ça, c'est il y en a encore du UGC. Alors l'UGC, je rappelle, c'est User Generated Content, donc c'est du contenu fait par des particuliers qui peuvent uploader n'importe quel type de contenu. Je suis quand même allé voir sur Dailymotion, je t'avouerai que ça faisait quelques années que j'étais pas allé pour préparer l'épisode, et j'ai absolument téléchargé l'application. Ouais, mais j'ai absolument pas vu du UGC. J'ai vu que du contenu de médias, donc tu l'as dit, du Combini, du Street Press, donc tous les médias qui vous travaillez, mais j'ai pas vu du UGC. Il y en a toujours, il y en a moins. Il y en a moins en tout cas moins qu'avant, mais il y en a toujours un peu, et ça c'était quelque chose en tout cas clé dans l'approche. Disons qu'on va laisser cette partie UGC à d'autres, sans les citer non plus. Nous, notre parti pris, c'est vraiment de se dire on va travailler qu'avec des éditeurs premium, qui finalement produisent du contenu premium, et ce contenu il est produit par des journalistes. Donc on a cette nécessité aussi de mettre en avant tout l'aspect brand safety, sécurité d'univers. Alors évidemment on a de l'actu, des sites d'actu, je parlais du Monde, qui va évidemment traiter de sujets... La guerre, des choses qui sont pas forcément très brain safe, etc. Tout à fait, mais pour avoir vécu en tout cas côté 20 minutes, ça reste du contenu produit par des journalistes, dont c'est le métier, donc fact-checker, vérifier, et ça on l'oublie un peu, et ça c'est, en tout cas moi c'est ce qui m'a plu aussi dans la première Dailymotion, c'est que aujourd'hui c'est dur pour un éditeur de faire face à des gros mastodontes, des gros réseaux sociaux, parce que derrière il y a un énorme travail de fond fait par les journalistes, comme la publicité est souvent un business model qui est parfois unique, ou parfois en grande partie une grosse majorité du business model, pour beaucoup d'éditeurs, finalement, c'est assez compliqué. Donc, je vois plus Dailymotion comme un apporteur, un partenaire, en plus de la régie, pour permettre finalement à l'éditeur de développer et de continuer à produire du contenu de qualité et fact-checker et brand safe. D'accord, très clair. Et donc, j'ai parlé de Street Press que donc, j'ai vu. Donc, il y a aussi des petits éditeurs. Vous n'adressez pas uniquement à des gros. Est-ce qu'il y a des minimums pour venir vous voir? Est-ce que tu parlais justement de BrainSafe, si je suis un blog avec un peu de VU et que je cherche un player, je peux venir vous voir? C'est en self-serve, ou est-ce que vous devez vous valider quelque part qui est l'éditeur, vous regardez, vous checkez? Comment ça se passe un peu la sélection parce que ça peut être justement un point de différenciation très fort, de se dire on sélectionne nos éditeurs, on garantit cette brand safety. Comment concrètement vous validez ces réseaux de distribution, quelque part, cette distribution de vos... Complètement. On le sélectionne, il y a une équipe qui est vraiment dédiée sur cette partie. Jusqu'ici, on avait vraiment une approche, évidemment, on intégrait cette notion de volume, de qualité des inventaires. C'est un point qui est super important, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les volumes il y a un rapport entre qualité et volume. Finalement, les deux sont assez liés. Après, c'est pas faire du volume pour faire du volume, mais c'est finalement du volume par rapport à un univers, ou par rapport finalement à une verticale. La qualité, évidemment. Après, il y a aussi les performances. La performance est super importante. On vient plus en aide. Donc, il y a un service, que ce soit la partie tech ou publisher, qui vient accompagner un éditeur, puisque tu le sais, mais pour ceux qui le savent peut-être un peu moins, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo, il y a beaucoup de KPIs, donc de points, en tout cas, de metrics clés pour pouvoir émerger et finalement répondre à des problématiques annonceurs. Donc on va plus on va accompagner ces éditeurs par rapport à du volume, par rapport à sa verticale, par rapport à ses performances, et aujourd'hui c'est évidemment d'être en adéquation avec le business model. On est en train aussi d'ouvrir, là aujourd'hui, le fait qu'on ait plus de 250 éditeurs premium sur le marché français, on ne sait pas qu'on a atteint un plafond de verre, mais aujourd'hui, on est vraiment très costaud. Le gros du marché, on va dire. Exactement. Donc, on va plus aller chercher des éditeurs tactiques. Donc, ça, sur le marché français, c'est vraiment notre approche. On est aussi en train de développer, donc ça, c'est pas dans mon scope, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qu'on développe chez Dailymotion, c'est de mettre à disposition le player pour des acteurs, et là, des annonceurs, qui n'ont pas forcément envie d'avoir la publicité. Donc là, c'est un modèle payant, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et là, l'approche, elle va être très simple, c'est de proposer un player avec un coût, je ne pourrais pas dévoiler le coût, mais qui est beaucoup plus attractif que ce qu'on peut connaître par rapport à des acteurs dont tu as cité les noms. Et en fait, la proposition de valeur, c'est de proposer un player sans publicité,
donc avec un forfait, mais pour des annonceurs. Donc pour une marque qui veut prendre la parole, tel un média, qui a sa plateforme, etc., Exactement. qui veut son player et contrôler effectivement qu'il n'y ait pas de monétisation, enfin pas de pub pour Pas de pub, parce quoi que que ça ce peut soit. être un choix. Parce D'accord, que- donc c'est une vraie marque blanche pour le coup, on utilise votre techno, on peut payer un forfait. Et un média peut demander ça, alors je vois pas trop l'intérêt parce qu'il cherche toujours à monétiser, mais il pourrait se dire je veux la version payante et sans la régie de Dailymotion Advertising. Alors aujourd'hui, c'est pas la logique. C'est pas votre modèle. C'est pas le modèle, mais comme tout, on est à l'écoute et on regarde ce qui peut se faire. Finalement, pourquoi on a cette approche niveau annonceur? Parce qu'on se rend compte, et vous connaissez bien ici, le retail est en train d'exploser et on se rend compte que des acteurs, des annonceurs retail peuvent avoir des besoins, notamment sur la partie player. Et c'est là où on a un coup, je pense, à jouer. Donc c'est surtout plus dans une logique de diversification sur notre approche. Ouais, parce que c'est des gros chantiers en plus intégrer des players vidéo. Donc Bien c'est sûr. on le voit dans les médias, hein, c'est toujours c'est dur d'en changer, c'est coûteux, il y a plein de contraintes. Exactement. Avoir un player qui marche bien sur tous les devices, toutes les résolutions, etc. C'est un vrai gros métier. Donc quand on est une marque, on veut se lancer pour une opération de com, etc. Voilà, effectivement, il y a un marché à aller chercher là parce qu'ils vont pas tous aller chercher des solutions payantes et un peu dures à intégrer. Complètement. Il y a un marché et voilà, c'est en tout cas cette nécessité je pense que, mais comme tout business model, c'est de se diversifier et d'essayer d'identifier en tout cas des nouvelles niches ou des nouveaux centres de business. Ouais. Je reviens une seconde, tu parlais un peu justement, on parlait des éditeurs, d'accompagnement. Comment vous les accompagnez concrètement tu parles, il y a plein de KPI, c'est une industrie qui marche beaucoup à la performance. Est-ce que on est un petit éditeur et pas forcément hyper mature sur le sujet? Il y a un vrai accompagnement là-dessus? Oui, il y a un vrai accompagnement. Il y a un accompagnement tout d'abord technique sur l'implémentation. Un player, quand on parle, je pense un petit peu tout à l'heure de toute la partie RSE, la vidéo est très énergivore. Donc il y a aussi une nécessité d'accompagner l'éditeur dans sa façon d'intégrer le player vidéo. Parce qu'un player vidéo, dans l'appel de la page, c'est lourd. En tout cas, ça peut être lourd. Donc nous, on a, avec les équipes, on met à disposition les équipes pour aussi accompagner et aiguiller un éditeur pour l'intégrer au mieux, pour pas que ça soit trop lourd en termes de chargement, donc que finalement derrière, il y ait des temps de chargement qui soient trop élevés. Et finalement, pour que les performances soient les meilleures possibles. Et c'est compliqué, enfin là je suis rentré dans la technique, j'imagine que c'est des API ou c'est un bout de script à mettre. Tout à fait, c'est des bouts de script, c'est pas que des bouts de script, c'est un peu plus compliqué et beaucoup de choses me dépassent, mais en gros évidemment c'est une approche assez simple où tu vas c'est surtout par rapport à l'appel et au positionnement du player dans la page. Idem sur la partie mobile. On pense trop aujourd'hui laptop, enfin en tout cas portable. Ouais. On oublie que 80% ou 70% de la consommation elle est mobile. Donc on a aussi cette nécessité, on a développé des petites choses qui sont simples mais qui sont importantes, notamment aussi d'adapter la taille en tout cas de la créa en fonction du device. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est super important. Quelque chose qui a été développé, le fait qu'on soit propriétaire de notre player nous permet finalement d'avoir des fonctions qui sont propres et qui correspondent à des besoins marché. Et on se rend compte que finalement faire ça, par exemple, d'adapter ta créa en fonction de ton device, ça permet d'avoir un impact énergétique qui est moins élevé, ça permet d'avoir un chargement plus rapide. Donc au final, tout le monde, on va dire, est gagnant, que ce soit l'éditeur, que ce soit l'acheteur, et même nous. Donc, on essaye, en tout cas, c'est vraiment l'approche qu'on essaye de mettre en place. C'est pas juste, tiens, je te donne le player et on se revoit dans un an. Débrouille-toi et je fais ma monétisation dans mon coin, etc. Vous essayez de faire que tout le monde un peu se parle et que ce soit hyper quali. Tout à fait. Et après, évidemment, le cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est toute la partie finalement monétisation qu'on va gérer. En tout cas, je gère avec les équipes, où là, on va apporter un revenu complémentaire. Donc au final, pour un éditeur, c'est véritablement win-win parce que il a une économie assez importante en termes de players versus ce qu'il pouvait avoir, ce qui est d'autres solutions sur le marché, et un revenu complémentaire à ce qu'il peut avoir en termes de revenus publicitaires. Donc ça lui permet normalement de bien s'y retrouver et d'anticiper un peu les grands changements à venir côté éditeur, notamment presse. Ouais, c'est clair. Je voudrais qu'on parle un peu de data. Alors forcément, donc toi, tes clients sont
les agences médias ou les annonceurs. On a parlé un peu de brand safety, mais j'imagine que tout le monde parle un peu de brand safety, même les gros réseaux, les plateformes, etc. C'est quoi un peu les points clés? Pourquoi est-ce qu'une agence média va venir vous voir, vous, ou mettre une partie de leur budget? Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire entre est-ce que je mets tout sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok demain, ou même déjà un peu aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on va aller mettre un peu sur Dailymotion? Alors pour être super transparent, c'est tout le boulot qu'on a justement à faire. Ça se passe bien, beaucoup d'agences ou d'annonceurs nous font confiance et je les remercie, mais je pense qu'on pourrait faire encore plus. Je pense qu'en fait, on doit et on est en train de vraiment travailler notre positionnement, aussi bien côté agence que côté annonceur. On se positionne véritablement comme une alternative à YouTube, peut-être complémentaire, en tout cas une alternative complémentaire. Ouais, j'aime bien le dire. Ouais, parce que tu peux pas te passer de YouTube, évidemment. Évidemment, mais on se rend compte qu'on apporte, et ça, c'est quelque chose qui fait foi, c'est finalement des visiteurs uniques, en tout cas une audience exclusive. On a de l'audience exclusive versus des grosses plateformes, et en l'occurrence YouTube. Donc, je pense que en fait, la promesse et la valeur qu'on doit proposer, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on est un acteur français, on est propriétaire de nos technos. Ça, c'est un point qui est ultra important. C'est aussi ce qui m'a fait qui fait mouche quand tu vas voir des marques ou des agences dire c'est français, on maîtrise notre techno, nos data. Il y a certaines choses en fait qui font mouche. Le côté French Tech, en tout cas en ce moment, je sais pas s'il y a un alignement dans les planètes, mais depuis que je suis arrivé, oui, ça plaît. Parce qu'il y a aussi cette prise de conscience. Je fais souvent des parallèles avec la grande distribution. Pendant des années, on a consommé un peu sans réfléchir ce qu'on mangeait. C'est un peu la même chose pour moi dans les médias. C'est-à-dire que pendant des années, on a acheté sans trop réfléchir et sans trop comprendre. Oui, tant que c'est le moins cher possible ou le plus performant. Et là, en fait, notre approche, elle est vraiment de mettre en avant cet aspect premium et de se dire, peut-être regardez, ouvrons le moteur, ouvrons le capot et regardons ce qu'il y a derrière. Et le fait d'être propriétaire de ces technos, que ça soit player, mais aussi la partie SSP, qui sont les deux briques, le stack en tout cas de Dailymotion dont on est propriétaire, ça change beaucoup de choses. Et pour certains annonceurs, c'est game changer. En tout cas, ça fait prendre conscience que, en effet, Dailymotion se positionne comme une sérieuse alternative à d'autres acteurs. Le fait d'être French Tech, en tout cas, aussi intéresse. Alors, nous, on peut se le dire, on n'en a pas trop parlé, mais on est aussi présent sur pas mal d'autres pays, notamment les US, où là, on va dire que c'est une autre approche et le côté French Tech est intéressant, mais c'est... c'est pas ce qui fait vendre, j'imagine. En tout cas, c'est un peu différent, mais en tout cas, sur le marché français, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience aussi bien côté agence, aussi annonceur, et notre approche, nous, elle va être très simple, c'est vraiment de faire savoir. Parce que là aussi, l'enjeu qu'on a sur cette année, et on a en tout cas 2022 et surtout 2023, c'est de faire savoir ce qui est devenu Dailymotion Advertising. Comme tu le disais, quand on a pris ce café, tu étais un peu étonné, et même moi, avant d'arriver, j'ai un peu découvert les chiffres, la puissance de la plateforme, et c'est finalement ce qui est assez plaisant, c'est de se dire que derrière, il y a quelque chose de très solide. On est propriétaire, ça change pas mal de choses. Ouais, et ce sont les mêmes performances. Je veux dire, 1 euro investi sur YouTube ou 1 euro investi sur Dailymotion, je vais avoir les mêmes performances. Alors, j'ai plein de questions. Est-ce que c'est la même manière de mesurer ? Est-ce que ce sont les mêmes performances ? Et donc, est-ce que c'est plus changer une habitude ou c'est faire plus de travail ? Parce que j'imagine, si je mets tout mon budget sur YouTube, j'ai un interlocuteur, une opération à faire. Si je dois un peu faire sur plusieurs, si je passe plus de temps, qu'est-ce qui fait ? Et donc, pardon, il y a 2 questions, mais est-ce que c'est les mêmes performances ? On va commencer par la question simple. C'est les annonceurs et les acheteurs qui pourraient nous le dire, mais le fait qu'on arrive à fidéliser et à avoir finalement des annonceurs et des agences récurrentes montre que finalement on est dans la plaque. C'est clé pour nous. On travaille évidemment et ça, on peut avoir les plus belles marques. Si derrière on n'est pas performant, le digital reste un média de performance. Même si la vidéo est un média plus branding versus on en parlait justement avec Philippe Beauchère de TF1, tu vois, mais c'est ça.
Mais malgré tout, on va faut de la toujours regarder voilà, l'attention, l'engagement, la complétion. Et ces métriques, en tout cas, elles sont clés. Donc on ne peut pas faire sans. Donc ça, nous, au quotidien, les équipes travaillent pour qu'on ait les meilleures performances possibles. Le résultat, c'est que ça semble marcher parce qu'on continue de fidéliser les annonceurs. Là, pour le coup, on a cette nécessité d'être aussi performant que les autres, si ce n'est plus. D'accord. Ça, certainement. Et ce sont les mêmes KPI? Les mêmes. Aujourd'hui, les KPI qui font foi sont vraiment la visibilité et la complétion. Ça, c'est vraiment les enjeux clés. Ce sont des standards dans le marché. Donc, en fait, c'est absolument... Vous êtes aussi performant, voire plus. Donc, c'est... Pour se dire je vais aller chez vous plutôt qu'un autre, c'est casser les habitudes en se disant ça va être un peu plus de travail, je vais avoir un interlocuteur de plus, etc. C'est juste ça, toi, ton enjeu. Je veux dire, dit comme ça, c'est là d'une vente assez simple, tu vois. C'est la French Tech, c'est des médias français et c'est aussi performant. T'as l'impression que c'est simple? En fait, c'est simple, mais il faut donc on a un boulot d'évangélisation. Donc entre guillemets, prêcher la bonne parole, c'est que c'est assez simple, mais faut aller l'expliquer. Et il faut surtout embarquer, que ce soit les agences ou les annonceurs, puis qu'ils testent. Parce que finalement, le plus dur, c'est de changer les habitudes. C'est ça, c'est ça. Ouais, comme nous tous, hein, quand on a nos habitudes, c'est dur de changer. Donc, nous, on est vraiment dans une posture de challenger et d'aller prouver par des tests. Et c'est là où la plus belle de nos réussites, c'est que la plupart de nos tests, évidemment, s'accompagnent par des plans qui terminent en fil rouge, en tout cas, parce qu'on a réussi à prouver qu'on est quasi aussi bon que d'autres acteurs du marché, et surtout qu'on apporte une audience exclusive. Et c'est ce que j'expliquais finalement, c'est comme sur la télé ou d'autres médias, tant que tu apportes quelque chose de nouveau et que tu as une valeur ajoutée, je pense que tu peux prétendre avoir une place dans l'écosystème. Et quand tu dis exclusif, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas sur YouTube, qui ne vont pas sur YouTube, ou parce que tu vois, comment est-ce que tu le sais et tu le mesures et tu le prouves, ça? Aujourd'hui, avec des instituts comme Médiamétrie, on arrive à avoir une audience exclusive. Mais ça, c'est finalement assez classique. C'est comme sur d'autres éditeurs, c'est de prouver une audience exclusive qu'on va retrouver sur l'écosystème, en tout cas Dailymotion, versus YouTube. Et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important parce que ça montre l'importance. La consommation de YouTube est différente de la consommation finalement de la plateforme Dailymotion. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, on est sur un univers fermé, en quelque sorte. Donc c'est la force, évidemment, de YouTube. Quand on est sur Dailymotion, on est sur, évidemment, dailymotion.com, mais sur aussi tous les sites éditeurs. Et évidemment, aujourd'hui, tout le monde ne consomme pas YouTube, comme tout le monde ne consomme pas les réseaux sociaux. Et c'est là où nous, on a plus un rôle d'évangélisation auprès des annonceurs et des agences pour expliquer que c'est très bien, évidemment, de faire des réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure, que ce soit du TikTok, du Snap, Insta. Mais il n'y a pas que ça. Et on peut proposer, en tout cas, des univers qui sont complémentaires. Et c'est surtout ça sur lequel nous, on veut insister et challenger. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on semble y arriver et ça marche plutôt bien. Bon, ça c'est bien. Et ça, c'est ton ressenti ou ça se sent dans les chiffres? Parce que ce qui se dit globalement macro en pub, semestre 1, 22 était bon, deuxième semestre un peu plus compliqué. Tu l'as ressenti ou tu sens... Écoute, ouais, on continue d'avoir une belle croissance à 2 chiffres. Alors, je ne peux pas trop entrer dans le détail, mais on se change, on se donne évidemment des croissances aussi, des belles croissances, et ça marche. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a de la place, même si on sait que le marché publicitaire, que ce soit 2022 ou 2023, par rapport à ce qu'on peut lire, est assez challengé. C'est pas le seul secteur. En effet, on manque terriblement de visibilité, mais au final, la confiance qu'on a et qu'on a créée avec que ce soit les agences ou les annonceurs, nous permettent de voir un peu plus clair et de voir un avenir... en tout cas d'être optimiste sur la suite, parce que il y a plein de choses à faire, et moi je suis persuadé, en tout cas c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure, c'est que je me dis qu'il y a de belles choses, il y a encore de très belles choses à faire. Et là c'est plus une question pour toi, mais ce déclic
ce pied dans la porte un peu. Toi, ce que tu essaies de faire, c'est mettre un peu le pied dans la porte et après que ça reste un fil rouge. Ça se fait parce qu'il y a un changement un peu de stratégie des annonceurs qui sont un peu plus regardants ou qui ont peut-être été échaudés par des histoires qu'il y a eu sur Facebook, d'autres clics, etc. Ou est-ce que c'est humain et il voit Bruno Latapie débarquer, qui est un garçon sympa, machin, et qui est convaincant, et l'acheteur peut se dire, bon bah, allez, ok, vas-y Bruno, je teste le truc et on y va. Tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est humain et ça se joue sur un bon recrutement, ou est-ce qu'il y a un changement quand même de philosophie dans les agences qui sont un peu plus regardantes et qui ont conscience un peu de laisser filer peut-être des choses chez des plateformes fermées? Je crois beaucoup c'est évidemment pas moi, mais c'est un tout, c'est une équipe. Je crois beaucoup à l'humain et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être. Alors attention, évidemment, il y a beaucoup d'humains chez Google ou c'est beaucoup de, il y a beaucoup de gens des gens qui aussi. travaillent. Ouais. Et plein de gens très très sympas. Mais je pense que évidemment l'humain est clé. C'est-à-dire que c'est sûr que si on fait rien, bah il va pas se passer grand-chose. Il va rien se passer. Donc ayant cette position de challenger, et c'est là où moi je marche un peu, j'adore le sport et je fonctionne vraiment par rapport aussi à des objectifs un peu sportifs. Si on va pas chercher quelque chose, c'est sûr qu'on l'aura pas. Donc aujourd'hui, tu le dis, ça paraît assez simple. Bah finalement oui, c'est assez simple, mais il faut le faire. Et le fait qu'on ait évidemment des équipes dédiées à temps plein qui s'occupent, qui vivent, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi en arrivant chez Dailymotion, c'est que ça soit sur la partie back office ou front office, si on fait le lien un peu comme dans la finance par rapport à des gens sur la partie tech ou la partie sales, tout le monde vit pleinement l'aventure Dailymotion et croit à fond au projet. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ça nous permet, quand on va voir des agences ou des annonceurs, d'être très serein, pas rouler des mécaniques, mais juste dire, ouais, en fait, il y a une alternative. Et juste le fait de dire qu'il y a une alternative, l'accueil est quasiment systématiquement, en tout cas, positif, pas étonné, mais parfois étonné, en bien, et finalement dire ouais bien sûr testons ou super bien sûr je connais, et au final c'est un point qui est super important pour moi. L'humain est clé en tout cas dans l'aventure Dailymotion. Tu passes du temps à aller voir les annonceurs, tu es beaucoup sur le terrain? Ouais, je le crois. Aujourd'hui, si on fait le manager aujourd'hui, le manager pas de demain, d'aujourd'hui, oui, il doit, en tout cas, je pars du principe que si on ne montre pas l'exemple, ça sert pas à grand chose aujourd'hui de manager. Ouais. Donc je fonctionne vraiment assez de manière horizontale. Donc j'essaie d'être assez proche de mes équipes et surtout de m'impliquer à fond dans l'ensemble des sujets. Et on le voit aussi beaucoup aujourd'hui dans de différentes marques. Je trouve que si les managers n'incarnent pas la marque, il y a un problème, en tout cas pour faire vivre justement. Et peut-être que c'est là où on a quelque chose à jouer. En tout cas, tu parlais de Dailymotion, que ça soit à travers les équipes, que ça soit à travers moi, ou l'idée c'est faire rayonner la marque par rapport à quelqu'un. Et ça, je pense que c'est un petit truc qui peut-être nous différencie de certains. Bon, et écoute, ça c'est une notion importante, c'était bien effectivement de le rappeler. J'ai encore plein de questions pour toi, évidemment, un peu sur la data. Comment est-ce que vous faites entrer la composante data dans ce que vous proposez? Ce que j'ai vu, peut-être tu peux nous expliquer, tu es également responsable de l'enrichissement du studio créatif de Dailymotion. Alors c'était sur le communiqué de presse, je crois, de ton recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la data là-dedans Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? La data, il y a partout. La data, il y en a évidemment partout. La force, et on revient, le fait d'être propriétaire de notre player nous permet de capter et finalement une multitude de signaux. La data, je dis souvent, il y a un peu à boire et à manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de données. Il y a justement, on parle beaucoup de third party avec Google qui va prochainement, en tout cas, couper cet accès, ce qui est déjà fait sur d'autres navigateurs. D'autres navigateurs, Safari, Firefox. La réalité, c'est qu'on a cette nécessité de prendre la main finalement sur sa propre donnée. Donc le fait d'être propriétaire de sa donnée, c'est super important. Donc le fait d'être propriétaire de notre player nous permet d'être propriétaire aujourd'hui de la data. Et ça, c'est un énorme... Alors, vous êtes propriétaire de quelle data? Si je regarde une vidéo sur... je reprends sur Combini.
toi chez Dailymotion, de quelle data tu vas récupérer et On va exploiter aujourd'hui tous les signaux finalement. Donc quand je consens sur Combini, je consens à ce que Dailymotion aussi récupère de la data et ça devient de la first party data. Tout à fait. Donc en fait toute cette data, c'est là aussi la force, c'est la force d'avoir finalement autant d'éditeurs, ce qui nous permet d'avoir une donnée très riche, verticalisée et finalement très fine. Et la force de la data, c'est évidemment d'avoir une massification de la donnée, en tout cas d'avoir une taille critique pour pouvoir proposer des segments d'audience en fonction des différents acheteurs. Après, la data, elle est au service, aujourd'hui sur la vidéo, elle est plus au service de l'engagement et finalement aussi de l'enrichissement des médias. C'est ce que tu disais, on a une entité qui s'appelle Enroll, qui est l'entité opération spéciale, donc qui va s'occuper finalement d'aller développer des formats enrichis, mais surtout aussi de développer toute la partie content. On en parle beaucoup de marques sont en train de regarder, et l'idée et l'objectif, c'est qu'avec cette donnée, ça nous permet de mieux cibler, donc finalement de mieux cibler un message publicitaire. Après, la promesse sur la partie data, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont changer sur les prochaines années. C'est que le fait qu'il y ait aussi une notion d'ID, il y a pas mal, je pense que tu as vu passer. Ouais, on a parlé de plein d'initiatives. D'FAI qui sont associées récemment. Je trouve que la data aujourd'hui, on est, en tout cas sur la pub, on n'est pas encore arrivé à un niveau, on ne sait pas très bien ce qu'on achète. Aujourd'hui, je pense que ce qui est super important, c'est de maîtriser sa donnée. Et c'est commencer finalement à travailler dessus. On utilise aussi beaucoup cette donnée au-delà de la partie création, toute la partie insight. On a là aussi, on a déployé maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, on a une équipe dédiée sur les études, Insight, qui vont, à travers l'ensemble de ces données, travailler sur, soit en post-campagne, soit en amont des campagnes, pour définir des personas, en tout cas des profils, qui vont être qui vont être plus susceptibles d'acheter ou de consommer un produit ou un service. Et tout ce travail est lié étroitement à la donnée. Donc en fait, la donnée, c'est très bien d'en avoir beaucoup, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où souvent, et pour l'avoir vécu aussi côté éditeur, c'est très... Il y a énormément de données, et ce qui est compliqué finalement, c'est d'en trouver une utilité. Et activable, Et au final, qu'on y retrouve aussi un ROI, parce que c'est l'objectif. Et donc là, je pense que ça va beaucoup changer sur ces prochaines années. Et vous récupérez le même type de données d'un éditeur à un autre, c'est assez homogène C'est assez homogène, en fait. On va récupérer une multitude de signaux, surtout dans la vidéo. On va, par rapport, si on prenait l'exemple par rapport à la Coupe du Monde, on va pouvoir identifier que ce soit l'image, que ce soit le son, tous les signaux en fait qui vont être dans la vidéo, évidemment le titre. En fait, on capte. Mais tu sais aussi sur quel site forcément Évidemment. il est, sur quel article il est, de quoi parle l'article. Évidemment. T'as pas d'autres informations que ça. S'il est logué, tu récupères pas un mail non plus, ou ce genre de choses. Non, aujourd'hui on récupère pas. En fait, l'enjeu il est plus aujourd'hui côté éditeur. L'éditeur, et là aussi, les éditeurs français, mais même étrangers, ont un énorme enjeu à venir, c'est loguer. Faire que les gens se loguent. Donc ça, finalement, nous, on est plus partenaire des éditeurs en fonction de ce qu'ils vont développer. Donc toutes les alternatives qu'on peut connaître, avec que ça soit sur des projets français ou européens, nous, aujourd'hui, on est plus en soutien aujourd'hui de l'ensemble de ces éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, on a cette double casquette. En revanche, sur Dailymotion.com, on a justement cette nécessité d'aller engager et tester. Donc, il y a pas mal de tests qui sont faits sur comment justement développer nos logués, parce que c'est un enjeu qui est évidemment clé pour nous. Ouais. Et comme pour beaucoup. Et pour beaucoup, et c'est pas évident, on voit beaucoup de choses venir. On en avait passé des regroupements, et il y a Prisma aussi qui a une grosse logique de SSO, qui fait partie aussi maintenant du groupe complètement Vivendi. Complètement. Vous travaillez avec eux là-dessus, il y a des synergies? Alors on a une com dans tout groupe, pas mal de synergies en place. Sur ce sujet, on travaille pas ensemble. En revanche, on travaille sur des logiques notamment avec Canal+, de partage de données, puisqu'en fait l'association avec
avec Daily et Canal, et remonte à maintenant plusieurs années. Et on a finalement ce travail conjoint de partager la donnée. Donc on va partager nos segments d'audience pour pouvoir bénéficier de la force de Canal en termes de créativité sur la partie série, sur les films, sur le sport, la F1, le foot, et évidemment la puissance de la plateforme Dailymotion. Donc en fait, la data, on revient toujours un peu à système, c'est que c'est très bien, mais il faut qu'on puisse en amont bien identifier le besoin sur tous les clients. Quel use case et qu'est-ce qu'on va en faire. Pour que derrière, on construise quelque chose qui soit utile et surtout traquer et faire en sorte que derrière, on y retrouve un intérêt et surtout un ROI. Très clair. On parlait tout à l'heure, tu l'as rapidement dit, mais donc vous avez annoncé en novembre 2022, donc il y a 2 mois de ça, que vous alliez commencer à mesurer l'impact environnemental de vos vidéos et vous associer donc à Impact Plus. Ouais. Et donc dans la foulée, vous avez lancé un Daily Green qui vise à favoriser la publicité pour les biens et services jugés vertueux pour l'environnement selon les critères de l'ADEME. Tu peux nous en dire un petit peu plus parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur la consommation des vidéos selon la résolution. C'est un des premiers dans l'éco-conception. En tout cas, les vidéos, c'est ce qui consomme le plus, qui est le plus énergivore. Ouais. Tu étais déjà là quand c'est arrivé. Comment ça se traduit concrètement ? En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs démarches qui sont bonnes parce qu'il y a on revient à une prise de conscience. Le fait aussi de dire que parfois on travaille avec finalement des partenaires qui sont basés sur des pays exotiques, on va dire. Finalement, on peut faire la même chose en France. Il y a cette prise de conscience. Donc c'est là où on se dit que nous, en tout cas, acteurs français, on a cette nécessité, ce devoir d'être en amont, évidemment à la page, mais surtout d'avoir un temps d'avance. Donc on travaille avec Impact Plus qui nous permet d'auditer et qui nous permet jusqu'à garantir une empreinte carbone neutre par rapport à des plans médias. On travaille en effet on a monté une offre qui s'appelle Daily Green. On a monté un partenariat depuis quelques années avec Goodid, qui permet aussi à des annonceurs finalement d'accompagner des annonceurs dans des démarches et de financer des associations sur justement toutes ces problématiques. On a aussi, on avance avec Scope 3, qui est un acteur, américain, l'ancien fondateur finalement d'AppNexus. Si je pense que ça te parle. Je ne connais pas le mec, mais Brian O'Kelly. On a Impact Plus qui va finalement répondre à des besoins qui sont plus, on va dire, aussi d'enjeux annonceurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs vont commencer à travaillent avec Impact Plus, mais on s'est rendu compte que c'est pas tout et qu'il y avait aussi d'autres choses. Scope 3 est aussi super intéressant pour nous parce que ça nous permet d'aller travailler vraiment sur la partie problématique et d'analyser, de permettre aux acheteurs d'acheter des inventaires qui sont, alors la promesse c'est évidemment neutre, mais qui sont le moins énergivores possible. Et il y a une multitude, en tout cas, de produits, de services qui font leur apparition, et c'est une super chose. Et concrètement, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Comment on fait pour être neutre en carbone sur une campagne ? Parce qu'en fait, tu vois, il y a plein de choses. J'imagine que les annonceurs demandent ça, mais concrètement. Alors, il y a plein de choses en effet. Il y a le site, il y a les serveurs, il y a la créa. Ça va dépendre des métriques. Et je pense que là aussi aujourd'hui, il faut essayer de rationaliser cette approche. Il y a des Impact Plus, Scope 3 et d'autres qui se lancent et qui commencent en tout cas à faire prendre conscience sur le marché. Mais la réalité, c'est que gérer finalement l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est pas si simple parce qu'il y a notamment tout l'aspect device. Concrètement, c'est surtout maîtriser, et j'en reviens, c'est que le fait d'être propriétaire de sa propre techno permet de maîtriser. Nous, on sait que ce qui va être la plus grosse consommation, c'est évidemment la partie serveur, la serveur. Donc, nous, aujourd'hui, tout est basé en France. On a vraiment, mais depuis des années, fait en sorte que ça soit quelque chose de clé, parce que on sait que la vidéo est très énergivore. Oui, donc si tu maîtrises en fait toutes les étapes de cette chaîne, à un moment donné, effectivement, si tu dois agir, changer, etc., tu peux le faire. C'est pas des boîtes noires, c'est pas des prestataires que tu ne maîtrises pas. Tu peux être audité en toute transparence, vous maîtrisez toute la chaîne. Tout à fait.
Mais pour moi, ce qui est clé, c'est vraiment c'est le fait d'être propriétaire. Ouais. Parce que le fait d'être propriétaire, finalement, change pas mal la donne. C'est que tu gères le chemin. Alors, évidemment, ça te parle, pour certains peut-être moins, mais on parle beaucoup SPO en ce moment. Ouais. Donc, notion de voie courte, finalement, un accès, un inventaire de l'acheteur au vendeur. Directement. Le fait aujourd'hui d'être propriétaire à la fois du player, mais aussi de notre SSP, nous permet d'avoir des connexions directes avec les plus gros DSP du marché, que ce soit DV, que ce soit The Trade Desk, que ce soit Xander. Et ça, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est clé. Parce qu'on parle beaucoup RSE, il y a beaucoup de marketing derrière. Ouais, voilà, ça. si On le dit joliment. Moi, j'ai toujours, on va dire, on m'a appris en tout cas, à comprendre le digital, mais avec une approche plus technique. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui me plaît. Et je me rends compte que c'est bien beau tout ça, mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est très énergivore. C'est évidemment, c'est la partie serveur, toute la partie programmatique, l'ensemble des bids, l'ensemble des acteurs qu'on va aussi plugger, puisque tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, un éditeur va avoir des vendor lists qui remontent parfois entre 500, 700, voire 1000 acteurs qui sont plugués, qui ont un droit d'accès et donc un droit de vente ou un droit de regard. Et ça, je pense que c'est super important parce que le fait qu'on soit propriétaire, ça nous permet de gérer nous-mêmes nos propres accès. Et ça, c'est un argument qu'on n'a pas assez mis en avant et qu'on est en train de mettre de plus en plus en avant parce que on parlait de French Tech. French Tech et propriétaire, c'est un argument aussi qui pèse dans la balance quand on va voir les agences ou les annonceurs parce que on sait de quoi on parle. Ouais. Et surtout, on maîtrise notre écosystème. Et ça, c'est un point qui est super important. Et en tout cas, moi, je souhaite et j'essaie de l'expliquer avec mes mots parce que aussi, on a des annonceurs ou des agences qui sont pas tous du même niveau et ça se comprend parfaitement, mais c'est surtout de l'expliquer et donner plus de visibilité. Et je reprends un peu cette expression d'ouvrir le capot pour dire voilà, nous en tout cas, voilà comment on fonctionne. Toute transparence. Exactement. Et ça c'est une promesse qui est, je trouve, dans cette démarche green, moi qui me parle, parce que c'est concret. Ouais, c'est pas que du marketing. Pour le coup, là, vous pouvez ouvrir, on peut regarder ce qu'il y a sous le capot. Exactement. C'est très transparent. Donc, c'est en tout cas l'approche qu'on veut avoir. Écoute, top. Je voudrais maintenant voir si on peut regarder le futur, des innovations sur lesquelles vous misez ou toi tu vois venir dans la tech. Est-ce qu'il y a des grandes innovations? Alors, probablement liées à la vidéo, puisque c'est ça aujourd'hui qui t'anime. Est-ce que tu vois des grandes choses venir? Ouais, je pense que un peu tout ce qu'on a dit, je pense que la partie créativité, ça change, mais on a pendant trop de temps dupliqué une créa télé sur une créa digitale. On voit que ça commence à changer. Ça, je pense que c'est super important parce que finalement, la publicité, on la consomme et parfois on la subit, mais finalement c'est aussi le deal. Soit exactement, on paye. J'aime bien souvent dire c'est le deal, tu vois. Ça doit pas être subi. Pour avoir connu ça chez un gratuit, c'était vraiment le deal. C'est plus un contrat. Et en fait, faut pas avoir. Moi, j'aime bien la publicité. C'est juste un deal. Il faut pas s'en cacher. Il faut juste pas que ce soit intrusif. Faut pas que t'aies un sapin de Noël. Faut que ça soit du moment que c'est bien intégré et que c'est bien expliqué. Tu crées un contrat de confiance. Pour moi, ça c'est clé. Donc ça, je pense que les enjeux de demain sur la vidéo, c'est ça. C'est de continuer à travailler sur la créativité. On oublie trop aussi qu'aujourd'hui, la vidéo, elle se consomme majoritairement sur le device mobile et de moins en moins sur un ordinateur portable. Et c'est qu'aujourd'hui, plus on aura des créas qui sont adaptés, ça paraît bête, mais plus en tout cas, le commun des mortels sera réceptif, en tout cas, au message. Donc c'est des créas verticales, par exemple, même si la vidéo qu'on va montrer n'a pas été faite en verticale, c'est comment tu peux adapter. Exactement, donc des créas verticales, des créas enrichies. On se rend compte que nous, on travaille beaucoup sur l'enrichissement avec notre studio en interne, où on se rend compte que l'engagement, l'interaction avec le user est plus élevé. Parce que voilà, c'est une vidéo, alors il la voit, soit en mettant des notions de gaming, de gamification, soit en utilisant la caméra, soit... En fait, faut plus en faire quelque chose d'utile et de fun.
Et il y a plein de choses. Et la créativité, je pense, qui est vraiment quelque chose qui est super important. C'est marrant, t'as vraiment des fois des pubs où t'es hooké et t'es dedans et d'autres, c'est insupportable. T'as juste envie de tourner ton téléphone pour pas avoir la vidéo en attendant le bouton skip, quoi. Donc ça, c'est un brin de créativité, mais c'est aussi à nous, je pense, et c'est là où j'aime bien, en tout cas, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on a, et on est écouté, mais on a ce brin de créativité qui plaît, et c'est justement d'embarquer, que ça soit un annonceur ou une agence sur ces aspects. Donc ça, je pense que c'est super important. Il y a évidemment toute la partie data, on en parlait. Et ça, là, on va vivre 2023, 2024, 2025. Je pense que tout ça va beaucoup évoluer. Je pense beaucoup à toute la partie études. Que ce soit en amont ou post-campagne, le fait de bien cibler ses audiences, le fait de bien identifier son user, je pense que c'est quelque chose de super important. Donc ça, c'est un point je pense, qui est clé en termes de développement sur la partie vidéo. Et après, on le voit, hein, il y a la partie digitale explose, la consommation, en tout cas la nouvelle génération passe de plus en plus de vidéos, temps. Notamment, on voit TikTok, on voit les shorts sur YouTube. Je reste très attaché évidemment à l'information, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la promesse de la publicité, c'est aussi derrière d'avoir du contenu gratuit. On a cette chance en France quand même d'avoir une diversité des médias qui est unique, que ça soit évidemment l'entertainment, mais surtout sur l'actu. Et ça, je trouve que c'est unique, et c'est grâce en grande partie à la publicité. En revanche, je pense et à nous, pure players, d'accompagner et d'essayer de challenger aussi les éditeurs pour repenser le modèle. J'adore Hugo Décrypte que tu dois connaître, qui a un peu repensé pour moi le modèle de la vidéo, mais via l'information. Et en fait, je trouve vraiment intéressant ce qui a été fait, parce que c'est une manière de faire de la vidéo différente. Donc je pense que les évolutions de la vidéo demain, c'est surtout les éditeurs qui ont cette nécessité de pas s'adapter à la vidéo, mais de créer quelque chose à partir de la vidéo. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé, parce que la vidéo, c'est pas un média de performance, c'est un média de branding, de visibilité. Et il y a tellement de choses engageantes qu'on peut faire, en tout cas... et si c'est bien fait, la monétisation en découlera naturellement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et ça, c'est comme dans tout business model, où quand c'est bien fait, quand c'est de qualité, et quand on est transparent, et en tout cas, on crée cette confiance entre le user et celui qui va produire. Généralement, ça marche. Ça marche bien. J'ai un exemple, Alternative Echo sur TikTok, où ils ont recruté un jeune journaliste qui comprend les codes et qui fait, avec 3 bouts de ficelle, des contenus qui cartonnent. En fait, et voilà, c'est vraiment trouver son ton, sa voix, comprendre les codes, et pas faire la vidéo pour faire la vidéo, quoi. Ouais, on a... alors, je spoil un peu, on en parlait, mais là, il va y avoir un Dailymotion.com, pour le coup, est en train va se relancer. Alors, en tout cas, avec une nouvelle formule qui arrive prochainement. Je peux malheureusement pas en dire plus. Mais... Ouais, parce que là, on aimerait savoir. Donc, la version un peu grand public, le nouveau Dailymotion, quoi. Ouais, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est justement... Et ce qui est intéressant de vivre de l'intérieur, c'est tout le travail qui a été fait pour comprendre l'usage. Et un réseau... parce que tu peux pas relancer... Alors, je provoque, mais vous pouvez pas relancer Dailymotion en disant on va refaire Dailymotion comme avant et aller challenger YouTube en faisant du YouTube. C'est juste pas possible. Exactement, et c'est pas du tout... et on le fait pas d'ailleurs sur la publicité. Oui, on le sait. Et c'est pas du tout l'objectif. Donc, malheureusement, pas en dire plus, mais en tout cas, et on sera ravis d'en dire plus le jour J. Mais ce qui est super intéressant, c'est tout le travail qu'il y a en amont de comprendre finalement l'usage. Et je le voyais aussi quand j'ai eu mes expériences côté éditeur, c'est on va adresser un message différemment en fonction des réseaux sociaux, que ce soit un Snapchat, que ce soit un Insta, que ce soit un TikTok. Et ça, je pense que c'est super important. Et c'est leur force. Et c'est à nous aussi, que ce soit Dailymotion, mais aussi les autres éditeurs, d'adapter ton message, adapter la créa, adapter aussi ton ciblage. Et si on réussit, en tout cas, ces promesses, derrière l'engagement, automatiquement, et l'attention, on parle beaucoup d'attention, et on se positionne aussi beaucoup dessus, parce qu'on se rend compte que plus on va travailler sur ces logiques de créativité, de ciblage, de contextualisation, plus l'attention et l'engagement est fort. Et je pense que c'est la promesse de la vidéo. Et plus c'est performant.
Et plus l'annonceur est content. Exactement. Et plus vous gagnez d'argent. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. C'est ça qui est vertueux. Ouais, non, mais c'est un bon... En tout cas, c'est des bons éléments différenciants. Et donc, la version .com, c'est pour quand? C'est 2023? On est début d'année? Ouais, c'est 2023. C'est prochainement. Prochainement. Ouais. Bon, écoute, on suivra ça de près. Et puis, si effectivement, tu peux venir en reparler ou de quoi, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ça parce que Dailymotion, c'est quand même quelque chose qui nous suit depuis des années. C'est hyper intéressant de voir où ça en est. On arrive au bout de cet épisode, Bruno. Est-ce que la dernière question un peu classique de l'épisode, est-ce que tu as un truc cool que tu voudrais nous partager? Ça peut être perso, ça peut être pro. Et ne nous dis pas un truc sur Dailymotion. Non, promis. Même s'il y a plein de choses cool, tu nous l'as dit. Tu as le bonjour de tes voisines. Ah, mes voisines ici au bureau de Saussure, ça c'est un truc cool. Voilà. On a des voisines ici au bureau et on a fait quelques fêtes et donc on a eu des fois des échanges, mais bon, au final. Elles m'ont dit qu'elles ne t'en voulaient plus et qu'en tout cas elles consommaient avec passion. Et c'est vrai, tes podcasts, donc vos podcasts. Et ben, c'est très chouette. C'est cool, tu les salueras pour nous. Merci Bruno. Merci à toi pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Bonne chance pour cette évangélisation du marché. Et puis donc on suivra ça avec attention sur cette année 2023. Mais merci à toutes et à tous. À bientôt. Beaucoup, salut tout le monde. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.